Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sur quoi on va se pencher, c'est sur le texte de théâtre. Mais plus spécifiquement, notre objectif, ça sera de connaître les caractéristiques du texte de théâtre, en fait les paramètres qu'il façonne. Ce qui m'a aidé à pouvoir faire cette vidéo, c'est le merveilleux livre de Michel Prunet, L'analyse du texte de théâtre, duquel j'ai puisé de nombreuses informations. D'abord, c'est quoi un texte de théâtre? C'est un texte écrit qui est destiné, en fait, à être parlé. C'est assez contradictoire. Des acteurs se parlent avec des mots qui sont déjà écrits, mais ces mêmes acteurs-là font semblant qu'ils les inventent au fur et à mesure, ces mots-là. On peut dire que le texte de théâtre est à la fois indispensable et insuffisant. Il est indispensable parce que, comme un spectacle de musique, une pièce de théâtre a besoin d'une partition. Ça a besoin d'un point d'appui sur lequel on peut s'appuyer. Également, le texte de théâtre est insuffisant parce que, comme une partition, on laisse place à l'imagination et à la créativité du metteur en scène qui va le faire exister, cette pièce de théâtre. Le texte de théâtre ne livre qu'une mince partie de ce que deviendra la pièce. Une pièce de Molière peut très bien se passer de nos jours sans que ce soit illogique. Pour pouvoir travailler davantage le texte de théâtre, c'est intéressant de constater que le théâtre est encore une fois un acte de communication. Cependant, l'acte de communication est ici double. Il y a l'auteur qui réussit à faire passer un message à son public, mais sur scène, il y a des personnages qui se parlent entre eux. On va observer dans un premier temps les différentes formes du discours qui peuvent survenir au théâtre. La première, qui est la plus commune, c'est la réplique. On parle de dialogue. Dialogue, pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes qui parlent. C'est un échange verbal entre deux personnages et ça se présente comme une conversation qui obéit aux mêmes lois que dans la vraie vie. Dans cet exemple, on peut très bien voir que la conversation obéit aux mêmes lois que dans la vie de tous les jours. Le personnage du conte pose une question à Figaro qui, lui répond. Également, le personnage de Figaro débute une phrase et n'a pas le temps de terminer parce qu'il a été interrompu par Figaro, par le comte, qui affirme que les médecines de cheval tuaient les sujets du roi. À ce moment-ci, on peut voir que la discussion a lieu entre deux personnages, un énonciateur, l'autre destinataire, et ils s'inversent les rôles au fur et à mesure de la discussion. C'est la forme de discours qui est la plus fréquemment employée dans le théâtre. Par ailleurs, il y a une forme de réplique qui a un nom particulier étant donné sa longueur. Lorsqu'un dialogue est très long, on va appeler ça une tirade. Il faut faire attention cependant. Il y a une différence entre les tirades les monologues. Parce que les monologues, si on se réfère à nouveau au schéma de la communication, c'est que le personnage se parle à lui-même, alors que pour une tirade, le personnage va parler à un autre personnage, même si c'est très long et que celui-ci n'a pas la chance de répondre. Je vous montre un exemple de monologue. Ici, Hamlet, dans la pièce de Shakespeare du même nom, a de la difficulté à vivre avec son rôle de descendant du trône du Danemark, et il va faire état justement de son mal-être, de son mal de vivre. Être ou ne pas être, c'est une scène qui est célèbre, mais il ne s'adressait d'abord et avant tout qu'à lui-même. On voit ici assez bien qu'il s'agit d'un monologue, puisque à la base, personne ne devait entendre ce qu'il dit, sauf nous les spectateurs qui sommes privilégiés. Il arrive que le discours s'adresse principalement à cet autre destinataire qu'est le public. L'auteur, puisqu'il n'a pas la possibilité de pouvoir s'exprimer par ses propres mots, va employer les personnages pour parler à travers eux. Ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'un personnage va briser le mur invisible qu'on appelle le quatrième mur et va s'adresser directement aux spectateurs, aux gens assis ou debout dans la salle. Au tout début de Roméo et Juliette, il y a des informations par rapport à la pièce. On nous résume en quelque sorte ici le contexte dans lequel se joue le drame. Deux familles égales en noblesse dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène, etc., nous servent à camper l'action, mais véritablement, la personne qui arrive sur scène ne s'adresse qu'à nous. Il n'y a personne d'autre sur scène, il n'y a pas d'autres personnages. L'énonciateur, c'est un personnage,
mais le destinataire, c'est le public à ce moment-là. Également, l'aparté, qui vient de l'italien aparte, s'apparente à un bref monologue. Ce n'est pas ici une adresse au public parce que lorsqu'un des personnages va faire un aparté, il ne va pas s'adresser au public, mais il va plutôt s'adresser à lui-même, entouré d'autres personnages. On voit ici la scène dans Le Barbier de Séville, où Figaro se dit à part « Il croit que je ne sais rien, travaillons-le un peu dans son genre ». Il est entouré d'autres personnages et il se parle à lui-même pour préciser les intentions qu'il aura. Voilà, c'est ce qui termine la partie sur les formes du discours au théâtre. Par contre, un texte de théâtre, si on conserve encore notre intention qui était de connaître ses caractéristiques, ce n'est pas seulement que des dialogues ou des gens qui parlent entre eux, mais un texte de théâtre va receler un nombre important d'informations dans ce que l'on appelle les didascalies. Donc, outre les paroles dites par les personnages, les didascalies, ce sont les parties d'un texte de théâtre qui ne sont pas destinées à être dites par les acteurs, mais il s'agit en quelque sorte plutôt d'instructions données par l'auteur au metteur en scène. Didascalie provient du grec didaskalia, qui était un enseignement. Les didascalies, dans un premier temps, peuvent donner des indications sur le lieu et le temps de l'action, sur les émotions et sur plusieurs autres choses. Ce que l'on peut observer dès le départ dans une pièce de théâtre, ce sont les didascalies initiales. Ça regroupe la liste notamment des personnages. On observe ici les noms des personnages. On peut déjà connaître des informations sur leur âge, leur caractère, leur costume. Par exemple, ici, vous avez les didascalies initiales de la pièce de théâtre Georges Dandin de Molière. Si on observe rapidement Georges Dandin, on voit qu'il n'a pas de particules, alors que Monsieur de Sautanville, le petit de, et Madame de Sautanville, le petit de, insinuent qu'ils sont des aristocrates, des gens issus de la royauté, de la noblesse. Georges Dandin, lui, ainsi que sa femme Angélique, ne sont que de simples bourgeois. On a déjà ici des informations par rapport aux thématiques qui seront au cœur de la pièce. Les didascalies initiales de Molière sont très succinctes, sont très courtes par rapport au lieu et au temps. On ne fait que dire que la scène se déroule à Paris, alors que d'autres auteurs, comme Eugène Ionesco, peuvent prendre plusieurs pages pour fournir des détails de ce genre. C'est libre à l'auteur de procéder comme il veut. Également, il existe ce qu'on appelle les didascalies fonctionnelles. Comme son nom l'indique, ça permet à la pièce de fonctionner. On indique à ce moment-là qui parle, qui est l'énonciateur, à quel moment cette personne-là parle, qui se trouve sur la scène, et plus spécifiquement, ça permet également à l'auteur de décrire les mouvements des acteurs. On a ici un exemple tiré d'une pièce. Et finalement, pour terminer cette vidéo, il y a deux éléments que l'on doit observer dans l'organisation du texte de théâtre, mis à part les didascalies. J'ai nommé les actes et les scènes. Les actes correspondent grosso modo. La séparation d'un texte de théâtre en actes vient du fait qu'on souhaite montrer les étapes du schéma narratif. La situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement, la situation finale. Les scènes, quant à elles, servent à montrer, à identifier les moments où un personnage ou plusieurs personnages entrent ou sortent de scène. À travers le temps, la notion d'acte et de scène s'est beaucoup assouplie et les auteurs les utilisent désormais, ces notions-là, à leur gré, comme bon leur semble, sans se plier à des règles précises. Voilà. Vous pourrez voir dans quelques instants la capsule qui va suivre, c'est-à-dire celle sur l'espace et le temps